Bonjour, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur la communication parce qu'il me semble important de réfléchir particulièrement en ce moment à la façon dont on communique ses opinions, son point de vue sur les choses. Puisque, eh bien, on a affaire en ce moment à un contexte d'incertitude, où plein d'informations sont diffusées, parfois très contradictoires, et où chacun, eh bien, va chercher l'information qui lui parle, et donc se fait des convictions ou bien des doutes par rapport à ses schémas de pensée, à son système de valeurs et à son vécu, etc., etc. Donc nos croyances, elles sont liées à plein de choses, mais tout ça, ça développe finalement des points de vue parfois assez divergents sur les choses. Et plus il y a d'informations contradictoires ou beaucoup d'informations, une grande quantité d'informations, et plus ça développe des opinions différentes, des points de vue différents. Donc je voulais parler de ça parce que dans ce contexte-là, je trouve que c'est très difficile parfois d'échanger son point de vue avec des gens. Et je me demande s'il ne serait pas important d'essayer de développer entre nous des modes de communication qui ne soient pas basés sur j'ai raison, j'ai tout compris, voilà, mon point de vue, c'est la vérité. Ni je vais t'imposer mon point de vue parce que le tien est nul, mais d'être plutôt dans une recherche collective de, voilà, moi mon point de vue c'est celui-là, ma sensibilité c'est celle-là, j'entends que la tienne soit différente, donc bon, parfois certains échanges peuvent être plus ou moins enrichissants. C'est vrai que je peux estimer qu'une personne a des choses à m'apprendre parce qu'elle a un savoir, elle a un point de vue qui m'intéresse, qui vient nourrir mon point de vue à moi sur certaines choses. Parfois, une personne qui a des opinions différentes va m'enrichir aussi parce qu'elle va me permettre d'affirmer, de trouver des arguments et peut-être parfois de me retrouver dans mes retranchements, de me dire ok, là j'atteins la limite de ce qui était ma logique jusqu'à maintenant, je me remets en question. Et puis parfois, voilà, parfois donc certains échanges peuvent être très enrichissants et puis d'autres, on a affaire à un mur parce qu'en fait on ne s'enrichit pas forcément et du coup ça peut donner lieu à des conflits, à des malentendus, etc., etc. Et donc je voulais, sans aucune prétention de détenir aucune vérité que ce soit quant à mes points de vue, quant à mes opinions, ni quant à ma façon de communiquer. En tout cas, j'ai une grande réflexion là-dessus et j'essaie vraiment de faire attention. Et voilà, donc je voulais essayer vous faire part un petit peu de mes recherches et de mes réflexions à ce propos. Donc, je pense que, en effet, donc personne n'a la vérité, ne détient la vérité. Et pour cela, je pense qu'il est important d'utiliser des mesures de précaution quand on parle, de pas dire de toute façon c'est comme ça, de ne pas employer un ton assertif sur des certitudes absolues qui ne peuvent pas être remises en cause, mais plutôt préférer des tournures de phrases comme selon moi, j'ai acquis la certitude que ça me concerne, je pense que, ne pensez-vous pas que, pensez-vous qu'il serait utile de remettre en question telle idée, etc. Et je trouve que ces tournures de phrases, ces façons de présenter les choses, elles font vraiment toute la différence. Elles vont permettre soit d'ouvrir un champ de réflexion, soit de fermer complètement et finalement, il n'y a pas de communication possible et on tombe vite dans des accusations, des jugements, une interprétation de ce que va penser l'autre. Alors après, dans les modes de communication nocifs, il y a aussi la menace, la critique. Donc tout ça, ce sont des modes de communication dont nous parle Thomas Gordon. Je vous invite à vous intéresser à lui. Des modes de communication, donc parfois quand on se retrouve dans des conflits, donc c'est bien de prendre conscience. Tiens, si je me retrouve souvent dans des conflits, donc visiblement c'est que je suis
en contact et que je suis en communication avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur le point de vue dont on parle, mais peut-être me poser la question sur comment moi je présente mes opinions. Et puis finalement, est-ce que j'ai besoin d'aller parler de ça à des gens qui ont des opinions complètement contraires? Et si je le fais, je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que je me ressens le besoin d'aller parler à ces gens qui ont un point de vue assez fermé et moi j'ai le mien? Et finalement, pourquoi est-ce que je cherche ce point d'entrée entre ces deux points de vue? Donc si mon intention est d'ouvrir un champ de communication, je fais attention à la façon dont je présente mon point de vue. Je pense que, il me semblerait judicieux, ça me blesse que, etc., etc. Donc partir de son point de vue, partir du jeu, et pas être dans l'affirmation assertive, mais pas dans le bon sens, de certitude, qu'on ne peut pas remettre en cause. La vérité, c'est celle-là. Ça, c'est sûr, et toi, tu es dans le faux, moi, je suis dans le bon. Ça va forcément mener à des confrontations et à des échanges qui ne sont pas agréables, où on a affaire à une communication qui est bloquée. Donc, pour ouvrir le champ de communication, j'essaye de me relier à l'autre à travers un comportement, une attitude empathique. Donc, je vais d'abord essayer de me relier sur ce qui nous unit. Peut-être sur des besoins communs, peut-être sur des valeurs communes, peut-être, m'intéresser à la personne, à son vécu, à ce qui l'a amené à penser comme ça. Ça, c'est intéressant parce que ça peut m'enrichir aussi. Si ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas obligée de continuer la conversation. Donc parfois, savoir refuser, dire non, j'estime que cette conversation ou cet échange ne m'est pas utile, ou alors je ne me sens pas prêt là, aujourd'hui, maintenant, à être dans cet échange, ou alors je ne me suis pas renseignée assez sur ce sujet, je préfère ne pas me positionner, plutôt que d'afficher des certitudes où au final, on est un peu dans un dialogue de sourds, et puis on n'est finalement pas là pour échanger, mais on est là pour imposer. Donc on peut s'interroger sur l'utilité de ce genre de communication. C'est ma question, une de mes questions du moment. Et donc, autre chose, donc en ce moment, ce que je constate aussi, c'est que chacun avec son point de vue, puisqu'on est beaucoup dans des points de vue différents. Donc ce qui est bien, parce que ça veut dire quelque part on doit avoir un libre arbitre, si on est capable d'assumer, d'avoir des avis différents. Mais c'est pas très confortable. Finalement, avoir tous la même opinion, il y a un certain confort derrière ça. Donc quand on est chacun avec des opinions très différentes qui peuvent se rejoindre, mais bon, ça ne se rejoint pas forcément partout, à tous les niveaux, c'est que chacun porte un petit peu son poids d'incertitude, son poids d'angoisse pour lui-même, pour l'avenir de l'humanité, pour ses proches, pour des personnes qui lui sont chères. Peut-être que certaines personnes pressentent des dangers ou là où d'autres n'en voient pas. Et quelle que soit l'origine et la vérité, la réalité de ces pressentis, de ces ressentis, chacun porte vraiment sur son dos un poids d'angoisse qui en même temps démontre son intérêt pour les autres, pour ce qui se passe, et en même temps parfois peuvent interférer dans la communication et aussi dans sa gestion personnelle de ses émotions et dans son dialogue intérieur. Tout ça, c'est tout à fait normal, mais je trouve que c'est bien de poser un peu le contexte dans lequel on est. Et j'ai l'impression que chacun se retrouve seul à porter son fardeau d'angoisse sur le monde, qui ne sont pas forcément les mêmes que le voisin d'en face et celui d'à côté. Et du coup, chacun est seul dans sa vision du monde, ce qui est à la fois une marque de liberté de pensée, et à la fois qui implique une façon d'être concerné par ce qui se passe, qui est celle-là, quoi, qui est lourde aussi, qui amène encore plus de solitude finalement.
Donc voilà, et je trouve que quand on s'adresse les uns aux autres, c'est peut-être important d'avoir tout ça en tête et de tenir compte de ça, de ne pas être dans le déni de ce contexte où chacun finalement est inquiet pour l'autre, pour lui-même et pour l'autre, et également pour l'humanité, j'ai envie de dire, et parle quelque part à partir de sa peur, parce qu'il y a toujours un moment où chacun parle à partir de sa peur. Et donc dans les situations conflictuelles, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire qui raconte que voilà, je suis dans la forêt et puis tout est calme, je profite de ma balade, je suis serein. Et puis d'un coup, je me fais agresser par un chien qui me saute dessus et qui est très agressif, vraiment un ton, enfin voilà, un aboiement très très agressif, il grogne, il me montre ses dents, j'ai vraiment l'impression qu'il va me sauter dessus. Donc première réaction, j'ai très peur, je me sens menacée. Et puis ensuite, je suis en colère parce que je me dis, bah, ce chien, il ne me veut pas du bien, donc ça provoque de la colère. Et puis, quand je prends le temps d'observer la situation, je m'aperçois que ce chien, en fait, il a une patte qui est coincée dans un piège et qui ne peut pas bouger. Et que, en fait, plus il veut fuir et plus il se fait mal. Et donc, je m'aperçois que cet animal, qui peut nous représenter tous un moment de notre vie, eh bien, il parle à partir de sa souffrance. Et donc, quand on parle, ce qui nous arrive à tous, mais quand on parle à partir de sa souffrance, eh bien, on est souvent dans un mode de communication d'urgence, où on ne maîtrise pas, où on est affolé, donc on veut faire réagir l'autre, et où on n'est pas forcément dans la raison. Et donc, bah là, ça se manifeste par de l'agressivité. Ça peut se manifester par d'autres comportements, mais en l'occurrence, l'agressivité, ça peut aussi cacher ça. C'est un petit peu l'animal blessé en soi qui s'exprime comme il peut à partir de sa souffrance, parce que tant qu'on n'a pas enlevé la patte du piège, eh bien, on parle toujours à partir de sa souffrance. Donc, voilà. Alors, juste, je voulais, j'ai fait un petit peu quelques petites recherches, entre guillemets, et je me suis aperçue qu'il était bien, dans toute situation de communication, essayer de définir quels sont nos objectifs, quelles sont nos intentions. Dans une conversation ou dans une relation, quand c'est quelqu'un que je vois ou que je côtoie régulièrement. Donc, quelles sont mes intentions et qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette relation? Donc à ce niveau-là, il y a deux niveaux. Il y a les personnes dont je suis proche, avec qui j'ai envie de créer une relation de proximité, d'échange, où on se permet l'un et l'autre de grandir, que les deux je, moi et moi, en fait, ça fasse quelque chose de plus grand que moi plus moi. Donc, c'est tout le principe des relations vues comme une source d'évolution. Et je trouve ce principe assez intéressant. Donc, dans ces relations-là, eh bien, on va essayer de poser des règles, des bases de communication où on se connecte à un niveau profond, où on peut se permettre de se connecter à partir de nos valeurs profondes qui, en général, sont profondément les mêmes, même si on a tous des différences. Mais en tout cas, en profondeur, il y a quelque chose qui se connecte vraiment. Donc, il y a ce type de relation. Et puis ensuite, il y a des personnes un peu plus éloignées. Parfois que je suis obligée de côtoyer. Et puis parfois que j'aime côtoyer, mais avec qui je ne suis pas forcément en phase sur mes valeurs profondes. Mais ce n'est pas très grave parce que ces personnes-là, on n'a pas besoin d'être en phase sur toutes ces valeurs pour avoir des communications agréables et qui peuvent être aussi enrichissantes. Mais le tout, c'est de définir mes attentes. Et est-ce que je vais forcément avoir telle ou telle conversation avec, en fonction de ce que je pense pouvoir instaurer comme niveau de communication avec telle ou telle personne. Et c'est important d'avoir conscience de ça, parce que sinon, j'ai des attentes sur les valeurs des autres. Et puis quand je m'aperçois que je suis déçue sur ces attentes, et bien, ça peut
eh bien, je vais éprouver de la colère. Or, ben, simplement, il faut peut-être que j'accepte la différence, que je sois plutôt dans la tolérance et que j'essaye de me connecter à l'autre avec empathie et tolérance et que j'essaye, puisque je m'aperçois que son système de valeurs n'est pas le mien, eh bien peut-être essayer de connaître son système de valeurs et dire, ok, toi, tu parles à partir de ce système de valeurs-là, ou à partir de ton histoire qui est celle-là. Donc, je peux comprendre que d'après ton point de vue, d'après ton vécu, eh bien, tu parles à partir de ça. Et toi, ce qui fait ta personne, ta personnalité, eh bien, c'est tout ça, en fait. Donc, si j'arrive à me connecter à ça, avec l'empathie, avec une intention de tolérance, eh bien, je vais pouvoir, quelque part, accéder au point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire me l'approprier, ça ne veut pas dire changer mon point de vue, mais dire, ok, bah toi, c'est ça que tu penses. Et donc, faut faire preuve parfois d'une grande ouverture d'esprit. Et ça n'est pas toujours évident. Après, dans ce type de relation, et dans tous nos types de relations, proches ou éloignées, il est essentiel d'être capable de mettre des limites, quel que soit le type de relation. À tout moment, je peux me sentir, eh bien, pas forcément en phase ou menacée, sans que l'autre forcément en ait conscience. Ou si l'autre parle à partir de sa douleur, de sa souffrance, de quelque chose qui est dur pour lui, bah, il n'est pas toujours dans la raison et il n'a pas toujours conscience des effets de son mode de communication sur moi. Et donc, à partir de là, eh bien, par exemple, les outils de la communication assertive nous apprennent à essayer de repérer les comportements chez les uns et les autres. Donc déjà, je peux m'en servir pour essayer de prendre conscience de mes propres stratégies de communication. Qu'est-ce que j'ai mis en place comme stratégie de communication dans tel et tel contexte, à partir de mon histoire, à partir de mon vécu, dans quel objectif, conscient ou inconscient, et est-ce que cette stratégie de communication est finalement encore utile ou valable ou adaptée dans ce que j'ai envie de construire avec les gens aujourd'hui. Donc ça, c'est important de faire ce travail-là, de se dire, bon, il y a des choses pour lesquelles j'ai trouvé que c'était utile de réagir de telle ou telle façon, donc ça, je le garde. Après, des choses qui ont été utiles dans un certain contexte, eh bien, ne le sont peut-être plus dans ce que j'ai envie de construire aujourd'hui ou dans mon contexte actuel. Donc ça, c'est important de s'observer, en fait, pour pouvoir se remettre en question et pour savoir, pour définir aussi ce qu'on a envie, dans quel sens on a envie d'évoluer. Et donc également de repérer, d'apprendre à repérer, en tout cas, ce qui n'est pas toujours évident, le mode de communication de l'autre. À partir d'où l'autre me parle et dans quelle intention. Et donc pour ça, dans la communication assertive, on nous parle en gros du mode de communication agressif, passif, manipulateur ou assertif. Assertif ou affirmé, c'est dans le même schéma. Agressif, passif, manipulateur, assertif. Alors ça, c'est des grandes étiquettes, mais et à travers ça, il y a plein de détails et de nuances. Mais déjà, essayer de repérer eh bien, le grand mode de communication dans lequel l'autre se place. Moi, quel rôle est-ce que j'adopte sans forcément réfléchir par rapport à cette personne ou à ce mode de communication? Et est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai envie de le changer ou pas? Donc déjà, c'est repérer un petit peu les indices et puis repérer aussi les intentions, mes intentions dans mon mode de communication dans tel ou tel contexte et les intentions de l'autre. Donc on n'est pas à la place de l'autre, donc on ne connaît pas toutes ses intentions, mais on peut quand même, d'après des indices, on peut quand même repérer certaines choses. D'accord ? Donc, que nous conseille la communication assertive? Eh bien, elle nous conseille d'être capable d'effectuer des demandes claires. Donc, pour être capable d'effectuer une demande, voilà, je te demande de faire ça,
ou de ne plus réagir comme ça, eh bien j'ai besoin de parler à partir de mes besoins, justement. Comme vient nous le dire Marshall Rosenberg avec la communication non violente. Et pour cela, parler à partir de mes besoins et de mon ressenti, il faut être capable d'avoir conscience de mes besoins et de mon ressenti. Donc ça, c'est une démarche déjà. Ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. Et parfois, même si on travaille à ça depuis longtemps, il n'est pas toujours évident de réussir à se relier à ses besoins, à ses vrais besoins et à son ressenti. En tout cas, quand j'essaye de m'y atteler et que je suis avec certaines personnes, ça peut être possible, dans un type d'échange où on va permettre à l'autre de l'aider à connaître son ressenti, à être capable de l'exprimer, à définir ses besoins, eh bien dans ce type de relation, les gens vont pouvoir justement s'aider mutuellement à évoluer vers la connaissance de soi et du coup la connaissance de l'autre. Alors ça, c'est pas toujours possible avec tout le monde, on le voit bien. Mais cette démarche-là, je trouve que ça serait pas mal qu'on essaye chacun, il y en a qui sont déjà sur ce chemin-là, mais qu'on essaye de l'intégrer de plus en plus, de l'approfondir et d'être capable aussi de se dire, tiens, mais là, j'ai pas parlé à partir de mes besoins. Là, en ce moment, dans tel contexte, je n'arrive pas à définir mes besoins, je ne sais même pas ce que je ressens. Ça aussi, on peut le dire. Et puis, on peut aussi refuser une situation de communication quand on est dans l'incertitude, qu'on ne se sent pas capable à un moment donné de s'exprimer dans un contexte donné. On a le droit aussi de dire, là, je ne veux pas me prononcer, quoi. Donc, des fois, ça évite d'aller vers un conflit plutôt que d'affirmer des choses où en fait, on parle à partir de quelque chose qui est un peu faussé, quoi. Donc, voilà, définir des intentions. Ça, c'est pas évident, en fait, voilà. Et c'est vrai que dans le yoga, par exemple, une séance de yoga, eh bien, on a la possibilité, en début de séance, de poser une intention. Et quelque part, on a la possibilité également, chaque matin, de faire un petit rituel, de prendre un petit temps, de se recentrer sur soi, écouter son état du jour, les pensées qui nous viennent, les envies qu'on a aujourd'hui, l'énergie, les élans qui nous viennent pour la nouvelle journée qui arrive. Et puis, peut-être à partir de tout ça, de poser des intentions pour chaque journée qui arrive, mais ça peut être aussi pour chaque relation. Quelles intentions je pose par rapport à cette relation. Et quand une relation nous est précieuse, eh bien, c'est de pouvoir en discuter, de pouvoir dire, voilà, j'ai envie de poser telle intention dans cette relation. Et voilà, c'est quelque chose, en tout cas, qui est possible et qui donne une ligne, en fait, de conduite. Bon. Ensuite, donc établir des demandes claires, être capable de se relier à ses besoins, à ses ressentis. Être capable de dire non. La communication assertive nous conseille d'être capable à un moment donné de dire non. En fait, là, je pensais, mais voilà, non, là, ça, je refuse. Qu'en fait, le non, le refus, à un niveau relationnel, proche, plus lointain, mais également de niveau global, eh bien, tout un chacun a le droit de se positionner dans une posture de refus. Tout le monde a le droit de dire non. Donc, on a possibilité d'imposer des choses, mais en fait, chacun est capable en tout cas, a la possibilité de dire non, ça, je refuse ça. Et il ne faut pas forcément voir le non comme quelque chose de pas bien, comme quelque chose qui va nous mettre des personnes à dos. Le non est toujours plus positif à mon point de vue qu'un conflit, même si parfois il peut en être l'amorce, mais au moins la position est claire. Et le non, parfois, peut nous protéger de certaines situations, voilà.
Donc, dire non n'est pas forcément quelque chose de négatif. Oui, non, c'est la négation. Mais ça n'est pas forcément... ça n'est pas forcément quelque chose de malveillant, le non. Ça n'est pas forcément quelque chose lié à la provocation. Et je pense qu'il est important aussi de se nettoyer un petit peu toutes ces croyances qu'on a pu mettre derrière le non. Donc, quand on parle de communication non violente, de bienveillance, etc., on pense que ça veut dire oui à tout, ça veut dire d'être toujours voilà, affable, ouvert. Bah, non, ça veut dire aussi se positionner. Et se positionner, bah, ça veut dire aussi, bah, non, ça ne me résonne pas en moi, bah, non, ça, voilà. Et c'est important d'être capable de se relier à son besoin. Et si notre besoin nous dit non, eh bien de l'assumer sans se sentir associé à de la malveillance, à de la provocation, à quelque chose qui aurait un effet néfaste en fait. D'accord? Voilà. Donc, savoir refuser. Parce que quand je sais me positionner dans le non, je vais pouvoir beaucoup mieux me positionner dans le oui et accueillir vraiment ce qui est bon pour moi. Si j'ai pas pu à un moment dire non, en fait, ça, c'est pas bon pour moi, eh bien, je ne pourrais pas voir ce qui est vraiment bon pour moi. En général, c'est après avoir dit non qu'on rencontre des situations auxquelles on a vraiment envie de dire oui. D'accord? Donc, le non et le oui sont quelque part liés et savoir refuser pour pouvoir accepter ce qui nous convient vraiment, eh bien, c'est important. Savoir faire des compliments, nous dit la communication assertive. Bah oui, donc quand quelque chose me parle ou me plaît ou résonne en moi, il faut que je puisse le dire. Quand quelque chose chez quelqu'un résonne en moi, il faut pouvoir le dire. Sinon, la personne ne peut pas le deviner. Et également, savoir recevoir des compliments. Et ça, on ne sait pas toujours recevoir les compliments. Surtout qu'on ne sait pas toujours à partir d'où ils sont formulés. Est-ce que c'est à partir d'une sincérité, de quelque chose de sincère, ou est-ce que c'est à partir d'une volonté de manipuler? En fait, des fois, on ne sait pas forcément recevoir un compliment aussi parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Voilà, donc apprendre bien à recevoir les bons compliments en tout cas. Ensuite, être capable de formuler une critique constructive. D'accord? Donc la communication assertive nous invite à développer des capacités, la capacité d'être en mesure de formuler une critique constructive. C'est-à-dire que pour sortir de la culpabilisation, de la critique vaine finalement, de tous ces modes de communication qui amènent du conflit, qui amènent une réaction de colère chez l'autre, eh bien, je vais peut-être pouvoir formuler une critique constructive. Donc, avec je pense que, avec des façons d'amener ma critique, et puis en faire quelque chose de constructif. À quoi ça me mène de faire cette critique? Si cette critique est juste de la provocation ou juste à écraser l'autre, juste de façon complètement inutile, c'est juste de la méchanceté, ça sert à rien, autant se taire. Par contre, quand je suis capable de formuler une critique constructive dans un certain contexte, bien là, ça va pouvoir ouvrir un échange. Mais évidemment, si j'établis une critique, je dois être capable de recevoir. C'est comme le compliment. Je dois être capable de recevoir une critique et différents types de critiques. D'accord? Donc ça, encore une chose, être capable, travailler un peu ma susceptibilité, être capable d'entendre une critique et de dire ok, c'est ce que tu penses, respecte mon point de vue. Ou alors, ok, ça m'intéresse ton point de vue. Mais pourquoi tu penses ça? Parlons-en.
Ou alors, bah écoute, moi je refuse cette situation de communication parce que je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que tu m'agresses et pour moi, ben, je vois aucun intérêt à poursuivre cette discussion. Donc, mais être capable de répondre. C'est-à-dire que pas être dans une colère ou bien l'effacement, mais être là, présent et répondre à la personne qui vient nous faire une critique. Et puis, bah, quand cette critique peut être constructive, eh bien, dire ok, bon, écoute, là, tu es en train de remettre en cause, en question toute une vision du monde et des choses que je m'étais faites, donc j'ai besoin de temps pour savoir vraiment ce que j'en pense. Bon. Mais, ou alors, bah, écoute, non, ça, cette façon de penser-là, elle est totalement contraire à mes valeurs profondes. Je ne pourrais jamais, j'ai même pas envie de m'y intéresser. Voilà. Mais être capable de répondre et capable de se positionner. Et moi, je trouve, et même pour ma part, je trouve qu'on ne nous apprend pas à se positionner vraiment, à être capable de débattre vraiment, à être capable vraiment de remettre en question nos points de vue. Et je trouve qu'à la base de tout esprit critique qui est sain, parce que toute base de réflexion doit se faire à partir d'un esprit critique. Si je ne suis pas capable d'être critiquée, enfin d'accepter un certain nombre de critiques constructives, pas des attaques qui servent à rien, mais constructives, bah, quelque part, ça veut dire que mon mode de pensée, il a des failles. Donc je me demande pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'entendre ces critiques. Donc ça peut être parce qu'elles sont complètement, ce point de vue-là n'est pas le mien et pour cause parce qu'il est complètement contraire à mes valeurs. Mais voilà, parfois il y a quelque chose à aller chercher derrière notre susceptibilité. Et pour ma part, je sais que je me suis aperçue que sur certains aspects, je pouvais être assez susceptible alors qu'il n'y avait pas lieu. Et alors je suis sur ce chemin-là, dans cette volonté-là d'être capable d'accueillir plus. Mais voilà, je me suis aperçue aussi que finalement, ça m'apportait beaucoup de sérénité de me dire, bah, en fait, ça, je me sentais susceptible là-dessus, je voulais pas qu'on m'attaque là-dessus, c'était insupportable pour moi. Et au final, je m'aperçois que c'est pas très grave. Ou alors, je m'aperçois qu'au final, peut-être parce qu'il y avait une partie de moi qui doutait, ou peut-être il y avait une partie de moi qui était encore très, très, très sensible par rapport à ça. Et je m'aperçois que maintenant, j'ai peut-être réglé des choses et qu'au final, ou bien peut-être que maintenant, je pense autrement et que je m'aperçois que cette susceptibilité n'a plus lieu d'être. Donc tout ça, ça nous amène à pouvoir nous remettre en question, pas sur nos valeurs profondes, parce que ça, elles sont propres à chacun, et c'est ça qu'on doit défendre vraiment. Et c'est ça qu'il faut respecter chez l'autre, et c'est là qu'il faut aussi mettre ses limites et dire, je ne peux pas me relier à toi là-dessus, ça n'est pas possible pour moi. Mais de pouvoir le formuler. Et moi, j'ai vraiment envie d'apprendre dans un maximum de contexte à être capable de me relier à cette vérité, à cette authenticité en fait. Être capable de formuler, pourquoi Et quand on arrive à se positionner, en tout cas moi je sais que ça m'aide beaucoup, quelqu'un qui est capable de se positionner et en même temps en respectant ma position à moi. Parce que quand une personne se positionne par rapport à vous, vous, ça vous aide aussi à vous positionner. Et du coup, ça enrichit les relations qu'on peut entretenir avec les autres. Donc, que nous dit encore la communication assertive de passionnant? Elle nous dit donc savoir répondre à tout type de critiques, fondées ou infondées. Gérer les colères, la nôtre et celle des autres. Donc ça, je vous renvoie, j'ai fait une vidéo sur la colère. On n'en a jamais fait le tour de ce sujet. Mais oui, ne pas être dans le déni de mes colères, être capable de les accueillir, de les entendre, de ne pas les laisser s'exprimer de façon débordante et pas maîtrisée, ou en tout cas dans certains contextes où je vais peut-être aller courir, je vais peut-être me défouler d'une certaine façon, mais pas envers les autres, pas à travers de la violence verbale, physique, etc. Et voilà, et
quand je suis capable aussi un peu d'entendre ma colère, je suis capable aussi d'entendre la colère de l'autre. Et quelque part, je suis aussi capable d'entendre que la colère, la peur, toutes ces émotions viscérales, elles nous font parler à partir d'une blessure, à partir d'une souffrance. Et donc, quand je suis capable de l'entendre chez moi, je suis plus capable de l'entendre chez l'autre. Donc, je pense qu'on a tous un travail à faire sur gérer la colère. La nôtre, celle des autres, la colère ambiante, parce que les émotions sont contagieuses. Donc, ben voilà, reconnaître aussi à quel moment, dans quel contexte j'ai besoin de me protéger de la colère des autres, des peurs des autres aussi. Et puis apprendre à être plus fort par rapport à ces émotions collectives qui m'atteignent à un moment ou à un autre. Comment être plus fort et comment apprendre à me protéger de plus en plus. Donc entendre la colère, entendre la peur, mais essayer un minimum d'en être esclave en fait. Donc tout ça sont des belles paroles qui sont pas faciles du tout à mettre en place, mais moi je trouve que c'est important d'avoir une réflexion et de pouvoir en parler, même si on n'est pas personne n'est parfait hein, dans la gestion de ses émotions et dans l'expression, dans sa façon de communiquer. Et donc, gérer les colères. Et puis ensuite, la communication assertive vient nous dire donc ne pas chercher délibérément le conflit, même si parfois on s'y trouve sans l'avoir voulu, que parfois le conflit peut déboucher sur des choses positives et constructives, mais que pour cela, il faut cultiver la recherche du compromis et la recherche d'une solution gagnant-gagnant. Donc où on va, dans un premier temps, se protéger, puisque quand je suis malgré moi dans un conflit, eh bien, il faut se protéger, ça c'est la première chose. Et puis quand même essayer d'affronter ce qui peut être affronté. Et si on sent que dans ce contexte-là, il y a possibilité qu'il y ait une vraie communication à un moment donné qui se mette en place, eh bien, rechercher un compromis, une solution gagnant-gagnant. C'est ce qui est proposé un petit peu dans toutes les méthodes de gestion des conflits. Quelque chose que j'avais repéré aussi d'intéressant dans la gestion des conflits, c'est vraiment se relier aux valeurs de l'autre. Dire, ok, tu m'as agressé, ou bien tu as eu tel comportement que je juge inacceptable. Quelle est la valeur que tu as voulu défendre à travers ce geste, à travers ce mot, à travers ce comportement? Et parfois, on va entendre la version de l'autre qui est parfois entendable. À partir de nos propres valeurs, on va pouvoir quelque part se relier à l'autre à travers de l'empathie quand on comprend à partir de quelle valeur il a voulu défendre à travers tel comportement, à travers telle parole. Des fois, on ne peut pas. Donc, mais ça, c'est toujours une question d'équilibre et de dire, ok, on essaye. Ça, c'est la démarche, c'est la direction. On essaye d'aller vers l'ouverture, vers le compromis, vers l'échange sain, etc. Quand on voit que ça n'est pas possible, il faut se protéger. C'est toujours le jugement, faire confiance à sa propre capacité de discernement. Que ce soit par rapport à son point de vue. Moi, je défends mon point de vue, voilà. J'ai mon point de vue, et que ce soit aussi par rapport à la capacité de jugement d'une situation. Être capable de juger une situation pour essayer d'évaluer et pour essayer d'adapter son comportement. Parfois, on se trompe. Et c'est la vie. Mais de toute façon, il n'y a que celui qui n'agit pas ou qui est dans la situation finalement du passif, qui ne se trompe pas. Donc, et la position de communication passive mène aussi à des situations de conflit, puisque quand je suis dans un mode de communication passif, eh bien, je ne me confronte pas, je suis fuyant, je n'affirme pas ce que je suis, ce que je pense, ce que je ressens, et je ne me respecte pas moi-même. Donc, à partir du moment où je ne me respecte pas moi-même, je ne peux pas attendre des autres qu'ils me respectent. Donc, c'est important aussi de ne pas être dans une communication passive tant que faire se peut. Ça veut pas dire qu'à des moments,
ça sert à rien de continuer, il vaut mieux couper une conversation. Mais voilà, on peut poser ça, on peut assumer aussi ça. Mais être systématiquement dans un mode de communication passif, eh bien, finit par nous nuire et amener à des relations conflictuelles, parce que du coup, on rentre souvent dans le trio bourreau, victime, sauveur, et du coup, ça va nous amener à des impasses. Et donc l'autre va chercher, on va réveiller chez l'autre, en tout cas chez certains types de personnes, une volonté de venir nous secouer et voilà. Donc c'est pas un mode de communication qui amène à de l'épanouissement. Ça nous amène aussi souvent à être dans une forme d'asservissement au regard, au point de vue des autres et à la volonté des autres. Et ça nous apporte de la frustration, ça fait qu'on fait des choix par défaut, on fait des choix qui ne sont pas les nôtres. Donc ça peut nous amener dans une espèce de brouillard émotionnel, on ne sait plus trop qui on est, on ne sait plus trop ce qu'on veut et ce qu'on ressent, on sait plutôt trop ce qu'on veut. Et on ressent du doute, on est un peu dans le brouillard. Et puis, tout ça, ces attitudes-là nous amènent à un manque d'authenticité. Et sans le vouloir, c'est comme si ce manque d'authenticité faisait qu'on se mentait à soi-même. Et du coup, on va attirer tout un tas de personnes qui sont dans le mensonge. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti à un moment donné de ma vie, où je voulais pas affirmer certaines choses. Et eh bien, je me suis retrouvée face dans des situations de mensonges, à faire à des situations de mensonges. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était moi qui avais créé ça, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Et que moi, je me mentais à moi-même. J'essayais de jouer un rôle, une vie qui n'était pas du tout conforme à mes valeurs, à mon ressenti, à ce que je suis, qui n'était pas du tout dans l'authenticité, et que quelque part, j'attirais des menteurs. Parce que moi-même, je me comportais en menteuse. Même si c'était pas du tout ma volonté, je n'étais pas dans un mensonge, voilà, je voulais pas cultiver le mensonge, mais comme je me mentais à moi-même, eh bien, voilà, quelque part, on est dans le mensonge. Et ça nous amène à, parfois, on voit des gens qui ont un sourire permanent affiché, voilà, sur le visage, sans aucune nuance, où on a plutôt affaire à des masques, des personnes qui masquent en fait ce qu'elles ont au fond. Elles n'ont pas appris à accéder à ce qu'il y avait au fond, elles n'ont pas appris à se relier à leurs besoins, etc., leurs besoins réels. Donc elles jouent un rôle, et elles sont souvent dans des conflits, elles sont souvent dans des choses... on affiche quelque chose pour se rassurer, mais on n'est pas relié au fond, quoi. Voilà, donc, et puis au bout d'un moment, on peut, à force d'être dans cette posture de non-assertivité, eh bien, on peut faire face au phénomène de la cocotte minute. Et donc, quand j'ai accumulé, au bout d'un moment, eh bien, ça explose. Et on ne sait plus exprimer les choses calmement, sereinement. Il y en a tellement trop accumulé qu'on ne maîtrise pas du tout comment ça sort. Et souvent, ça peut être douloureux. Donc, je pense que ce mode de communication assertive, en tout cas cet idéal-là, parce que bon, on est avant tout régi par de la spontanéité, et c'est ce qui primera toujours dans notre façon de communiquer. On réagit par rapport à des situations avec ce qu'on a au moment où on le vit. On est parfois démuni, on est parfois beaucoup plus atteint que ce qu'on voudrait l'être. Et on fait ce qu'on peut. Donc tous ces conseils-là qui sont très très jolis sur le papier, évidemment, ce sont des idéaux. Mais moi je trouve que c'est vraiment très utile et très enrichissant et très sain quand même d'avoir une recherche dans nos modes de communication et de pas juste communiquer ce qui nous vient comme ça vient. Et de garder à la fois de la spontanéité et à la fois reconnaître quelle est l'intention derrière ce mode de communication. Voilà. Quand je ne suis pas satisfaite d'un type de communication, d'un type d'échange, me dire voilà, quelle est l'intention derrière, qu'est-ce que ça m'apporte,
comment je peux le changer. Et je trouve que dans le contexte actuel, on est potentiellement, il y a plein de choses qui font que on est potentiellement dans des modes de communication hiérarchisés, où on essaye d'éteindre l'autre, où on essaye de prise de pouvoir, etc. Et du coup, je trouve que c'est vraiment essentiel d'être capable de les repérer, de trouver des outils pour s'en défendre, pour s'en protéger, et voilà, et de chercher aussi à développer de plus en plus les bons modes de communication, en tout cas les échanges, les relations, les modes de communication, où on sent que là, ça nous enrichit, on sent que là, ça fait plus que moi tout seul. Voilà. Et donc, pour pouvoir développer encore plus ce genre de communication, ce mode d'échange, je pense qu'il faut conscientiser, il faut repérer, il faut aussi faire un travail sur soi, peut-être de façon assez régulière. Et donc, de cette spontanéité qu'il faut garder, eh bien, il faut quand même essayer de poser des garde-fous. Et la liberté, elle est toujours toute relative, hein. La liberté, c'est surtout la liberté oui, de choisir en fait la façon dont je me relie à l'autre. Et, je pense que la liberté, on l'acquiert aussi par un travail sur soi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Qu'est-ce que ça... Alors, pour revenir un peu sur les modes de relation conflictuels, ça peut être aussi intéressant d'essayer de désamorcer la colère de l'autre par l'interrogation. Interrogation sur son ressenti, sur pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Pourquoi est-ce que, à partir d'où il me parle? Alors, je ne vais peut-être pas lui demander ça quand il est en train de m'agresser, mais essayer de radoucir un peu la parole de l'autre, si c'est possible, et de lui dire, écoute, je ne comprends pas d'où vient ta colère. Si tu exprimes de la colère, c'est que tu ressens une insatisfaction. Et si tu l'exprimes à moi, c'est que quelque part, tu estimes que je peux y faire quelque chose, que je peux changer quelque chose. Donc, explique-moi, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et est-ce que ta colère, elle vient me dire quelque chose sur un sentiment de peur, d'insécurité? Est-ce que tu te sens menacé? Parce que la colère vient souvent parler de nos insécurités, de nos peurs, de nos sentiments d'être menacés. Donc, s'il y a une urgence à communiquer très très fort, ça veut dire qu'on se sent menacé. Donc, essayer de se relier à l'autre. Alors, on va peut-être pas le faire au moment où où il nous met en danger, parce que parfois la colère de l'autre peut nous mettre en danger, mais essayer d'amener à ça. Se relier à l'autre sur la cause, en fait, de sa colère. Essayer de désamorcer peut-être en l'interrogeant sur ce qui le fait réagir comme ça. Et puis être dans cette recherche de compromis et de solutions gagnant-gagnant. Et donc, je voulais également parler de qu'est-ce qu'il y a à gagner dans un type de communication plus épanouissant, plus équilibré, plus dans un échange de points de vue que dans l'affirmation de nos certitudes qui ne peuvent pas être remises en question. Eh bien, il y a à gagner donc de se focaliser sur une base de communication saine qui amène à un enrichissement mutuel, au partage, aider l'autre à préciser ou à conscientiser son ressenti, son besoin, son avis aussi. Alimenter une réflexion à travers peut-être une recherche d'informations communes. Tiens, ouais, mais moi, je pense que ça, ou voilà, plutôt que de se disputer, on peut peut-être faire une recherche d'informations pour approfondir, et à partir de là, on peut en reparler. Des fois, on est bloqué sur des avis fermes, et
Voilà, parce qu'on ne s'est pas informé aussi. On ne s'est pas informé sur des choses et on reste bloqué sur des avis qu'on a fixés à un moment donné et qu'on a jugé à un moment donné comme étant la vérité. La vie n'est pas faite vraiment... ne nous amène pas, je trouve, à rester toujours dans les mêmes certitudes. En fait, il y a ces certitudes, c'est pas une certitude, c'est vraiment nos valeurs profondes. Mais ces valeurs profondes, elles peuvent se manifester à travers des points de vue qui changent. Et moi, je ne trouve pas ça dégradant de dire j'ai changé d'avis. Tiens, ben j'avoue que je me suis trompée. J'étais sûre de ça, mais là-dessus, ou en tout cas sur la façon de le dire, etc., je me suis trompée. Moi, je pense qu'il devient urgent aujourd'hui, face à ce contexte de multiples informations, on a mille et une raisons de s'engueuler chaque jour, quoi. Je pense qu'il faut sortir vraiment de ce truc d'estimer que se tromper ou changer d'avis, c'est quelque chose de faible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avouer. C'est quelque chose de négatif. Ben non, c'est un enrichissement. Ça veut dire quelque part, tiens, je me suis enrichie, j'ai fait évoluer mon point de vue sur les choses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande un travail de remise en question, de recherche d'informations, peut-être de discussion, peut-être un travail sur soi, sur aller voir quelles croyances j'ai mis derrière telle ou telle conviction. Et savoir celles que je garde et celles sur lesquelles tiens, là, en fait, oui, mais en fait, maintenant, je module cette certitude que j'avais avant. Maintenant, je la formule autrement parce que je l'ai vue à partir d'un autre point de vue. Enfin, je pense que celui qui n'évolue pas, c'est triste. Je trouve que c'est triste. Et la meilleure des choses que peut faire l'être humain, c'est justement d'évoluer, mais pas dans le sens se mentir à soi-même et s'éloigner de soi-même ou de ses valeurs profondes. Mais au contraire, des fois, on peut changer d'avis sur quelque chose parce que on a réussi à se connecter encore plus à une valeur profonde. Donc ça paraît antinomique, mais pour moi, ça ne l'est pas. Et quelque part, c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau. Ça ne veut pas dire retourner sa veste. Ça ne veut pas dire faire languille et adopter tel ou tel visage en fonction de la personne à qui on parle, etc. Ça veut dire, ouais, j'arrive à m'adapter, j'arrive à m'assouplir quand même, mais je peux le faire parce que je suis connectée à mes vraies valeurs. Parce que dans ma façon de dire les choses, il y a mille et une façons de dire les choses pour me faire entendre par telle ou telle personne. Et c'est pas forcément un problème de réussir à adapter son discours. Ça ne veut pas forcément dire se mentir à soi-même. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui et tout dépend de la façon dont c'est fait. Et puis, changer d'avis, être capable de dire, oui, j'ai changé d'avis. Au contraire, celui qui ne change jamais d'avis, ça veut dire qu'il n'a pas exploré une autre facette de la réalité, ça veut dire qu'il n'a pas été exploré ou lu des livres qui allaient à l'encontre de ses certitudes. Et je pense qu'une certitude, quelque part, si on peut en avoir à un moment donné, une certitude ne s'acquiert que quand on a été lire des avis opposés. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette doctrine? Qu'est-ce qu'il y a comme argument, comme échafaudage de logique, etc., de dynamique derrière ce point de vue? Quelles références ils vont chercher pour échafauder ce point de vue? Mais si je ne me suis pas confrontée à un avis opposé au mien, et que j'en ai pas saisi un peu la dynamique, même si j'ai pas besoin de tout comprendre, mais juste en comprendre la dynamique, les origines, est-ce que je peux encore parler de mes certitudes? Moi, je pense que, voilà, nos opinions, nos points de vue, ils se construisent justement en étant capable de les remettre en question. Alors ça demande du temps, on ne le fait pas tous les jours, on ne le fait pas tout le temps. Mais je trouve que dans le monde hyper connecté, où on a affaire à des flux d'informations, on a accès à tout et son contraire, eh bien, à un moment donné, se poser
et prendre le temps de se dire, bon, je vais chercher l'origine, la dynamique, qu'est-ce qu'il y a derrière ce point de vue-là. Et là, je peux me positionner. Et là, j'ai pas forcément besoin d'aller agresser l'autre sur ce que je pense ou je pense pas. C'est, voilà, j'ai saisi ce que moi j'avais envie de saisir sur cette façon de penser. Et bah, du coup, ça vient renforcer mon point de vue, ou alors ça vient remettre en cause mon point de vue. Mais du coup, je sais pourquoi j'ai envie d'affirmer cette vérité-là, parce que je suis allée me confronter à son opposé ou à ses détracteurs. Enfin, moi, c'est un peu mon point de vue, donc c'est toujours voilà, passer par l'esprit critique pour pouvoir être dans une communication assertive. Être capable d'entendre ses opinions, son point de vue, être remis en question, enfin, de s'y confronter. Pas par la violence, pas par l'agressivité, mais voilà, entendre. Bon, voilà, ça c'est enfin, moi, ça se rapproche un peu de l'idéal de ce que j'ai envie d'être capable d'instaurer comme mode de communication et comme, comment dire, être comme posture pour construire mes points de vue, quoi. Mes points de vue sur le monde qui changent à une vitesse incroyable et où on a affaire à des infos contradictoires, quoi. Alors c'est pareil, il faut avoir conscience que dans les informations, il y a l'actu. Souvent, l'actu, ce sont des réactions à froid, enfin à chaud, pardon. Et du coup, voilà, l'actu, elle a toujours un degré de vérité relatif. Voilà, c'est voilà, l'information qu'on vient d'avoir. Il y a quand même beaucoup d'informations aussi qui ont été démontées, décryptées avec le temps. Donc, pouvoir dire que tiens, j'ai des certitudes là aujourd'hui, je trouve que c'est pas une posture très tenable dans le contexte actuel, quoi. On est beaucoup dans une info, là, maintenant, tout de suite. Est-ce que c'est valable, quoi? Je m'interroge. Mais pas, moi, je fais face à de l'incertitude. Et c'est beaucoup pour ça que je m'interroge sur nos modes de communication et sur comment exprimer mon ressenti, mes questionnements, pour ne pas les imposer aux autres, mais pour être capable aussi de les dire, de les formuler. Donc, je continue sur les aspects positifs de ce mode de communication que j'essaye de défendre et que j'essaye moi-même j'aimerais les incarner le plus possible. Bon, voilà, c'est un idéal. Et bien, dans ce mode de communication, on a voilà, aller vers une intelligence collective, se compléter un peu les uns les autres, honorer son besoin de contribution et être capable de formuler sa pensée au plus proche possible, eh bien, c'est aussi une façon de contribuer. M'exprimer avec de la bienveillance et de l'assertivité, donc ça c'est quelque chose, ben, je trouve que si on arrive à être dans la bienveillance un maximum en parlant de nos idées, eh bien, bon, c'est un défi dans certaines situations, mais c'est un beau défi. Possible ou pas, pas toujours possible, mais en tout cas, je trouve que c'est un défi honorable. Se respecter soi-même, dire non, se protéger quand il y a besoin, à tout moment, pour ne pas tomber dans l'asservissement au choix des autres, qui serait un non-choix de ma part, la manipulation, etc. Donc, voilà, essayer de s'affirmer, mais pas d'une façon autoritaire, mais d'une façon constructive. Voilà ce que je voulais dire. Et comme j'aime bien terminer par voilà, quelque chose plus orienté, ben voilà, bien-être, je vous propose en ce moment de prendre un temps chaque jour pour voilà, se dire bah, aujourd'hui ou cette semaine ou ces derniers jours ou ces derniers temps, eh bien, j'ai vécu ou je ressens telle émotion, telle sensation, je fais face à ben, voilà, des choses confrontantes, de l'incertitude, des remises en question, peut-être des déceptions. Donc tout ce qu'il y a de négatif dans ce que je vis en ce moment. Le regarder en face
et l'accueillir. Accueillir ce que je vis de pas facile en ce moment. Et puis à côté de ça, donc je peux l'écrire aussi, si j'ai besoin. Et puis à côté de ça, me dire, voilà. Donc ça, c'est le versant négatif, mais comme dans toute période, dans tout domaine, dans toute chose, eh bien, le négatif sera à la mesure du positif. C'est-à-dire que plus je vais être capable d'affronter de la noirceur, et plus je vais être capable d'aller vers plus de lumière. Moi, je suis persuadée de ça. Donc en ce moment, visiblement, ça a l'air d'être très bon signe, sans être dans l'ironie. Donc, voilà, donc toute cette noirceur que je reconnais et que j'accueille comme faisant partie de ma réalité en ce moment. Et alors, en contrepartie, je ressens de la gratitude pour un certain nombre de choses qui m'ont été données. J'ai ressenti telle émotion. J'ai partagé telle chose avec telle personne. J'ai vécu tel moment, je ressens une connexion avec la nature qui m'apporte plus que jamais. J'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement. J'ai pu avoir des échanges avec des personnes que je n'aurais pas eu si ce contexte-là n'avait pas existé. Je me suis enrichie de connaissances parce que du coup, des questions m'ont amené à faire des recherches d'informations, etc. J'ai renforcé ma conviction que je veux aller vers tel mode de vie, vers tel... me changer, faire tel travail sur moi-même, etc. Changer des habitudes de vie, etc. Donc j'ai acquis un besoin de changement qui maintenant est intégré. C'est pas juste tiens, j'aimerais bien, c'est je vais le faire. Je passe à l'acte. Donc pourquoi est-ce que j'éprouve de la gratitude? Et en fait, ce sentiment de gratitude, il ouvre des portes énormes. Et grâce à ce sentiment de gratitude, je vais générer encore plus de choses positives. Et donc, en me reliant à ce sentiment de gratitude, je vais également ouvrir la porte à l'espoir. Et moi, je trouve que c'est essentiel dans cette période, vraiment chaque jour, de se relier à l'énergie de l'espoir, qu'à travers tous ces doutes, toutes ces incertitudes, tous ces questionnements, ces remises en question, ces choses un peu, parfois on est un peu torturé, ces inquiétudes, ces situations difficiles qu'on peut vivre aussi, eh bien de tout cela, en tout cas au niveau de l'humanité, au niveau personnel, voilà, il va en ressortir aussi des choses positives. Et quelque part, cette idée d'espoir qui est complètement subjective, elle est propre à chacun, mais je trouve qu'elle est essentielle, qu'elle soit réaliste ou pas, c'est secondaire, mais il faut être dans l'espoir. Et je pense que l'humanité doit en passer par des périodes ou des aspects sombres, où l'être humain va chercher vraiment dans ses faces vraiment sombres, d'ombre, parfois très morbides, très dures, pour aller vers plus de lumière. Et voilà, et la lumière, elle n'est pas toujours là où on croit qu'elle va arriver, hein, voilà. Donc après, l'avenir nous dira, mais je pense aussi vraiment que le fait de se connecter à cet espoir-là permet aussi à chacun de trouver quelque part des solutions, quoi. Si je suis toujours dans l'énergie du renoncement, de toute façon c'est comme ça, du dépit, eh bien on va vers des situations fermées, pas de solution. Et quand j'ouvre la porte à l'espoir, à une note positive, eh bien peut-être des solutions vont peut-être venir à moi. Après, c'est la vie qui décide. Mais je pense que quand on est du côté du renoncement, de façon à peu près certaine, les solutions ne viendront pas. Donc voilà, être dans l'espoir, cultiver l'espoir profondément. Et chaque jour, prendre un temps vraiment pour affiner sa perception de ses ressentis personnels.
Parce que je pense que cette période qui nous fait traverser par des ascenseurs émotionnels, ah, telle certitude, ah ben oui, mais en fait, non. Ah oui, mais enfin, donc c'est intense, c'est très très intense ce qu'on vit en ce moment. Et eh bien, c'est un passage obligé aussi pour mieux se connaître, pour pouvoir évoluer. Et j'espère de façon positive, j'y crois vraiment. Et je pense que tout ça, c'est un passage obligé à laquelle l'humanité doit faire face. De toute façon, on n'a pas trop le choix par rapport à ça. Mais je crois aussi aux périodes de difficulté comme des périodes qui amènent à de l'évolution. Et donc se relier à l'espoir et puis ben, poser ses intentions. Poser ses intentions, voilà, qu'est-ce que ben, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de construire moi, puisque je pense qu'on va être amené aussi à être plus autonome dans la façon de construire nos habitudes, notre quotidien, notre mode de vie. Enfin, en tout cas, je crois à ça. Je crois pas trop à cette hyper technologie. En tout cas, ça me donne absolument pas envie. Et bah, du coup, bah, soit on est de plus en plus dépendant à tout ça, soit ben, on devient de plus en plus autonome. Et moi, j'ai envie de croire qu'on aura le choix. Je fais ce pari-là. En tout cas, c'est ce qui me relie à cette énergie d'espoir qui me porte. Et voilà. Et donc également se relier plus à ses intuitions. Je pense que ces ascenseurs émotionnels nous amènent aussi à nous relier plus en profondeur à notre intuition. Et c'est un apprentissage dont on a besoin parce que je pense qu'on s'est beaucoup coupé de nos intuitions. On est beaucoup rentré dans un enfermement mental, comme si tout était régi par la raison, par quelque chose de rationnel. Moi, je pense que l'être humain est fait aussi de la dimension rationnelle et qu'elle est très enrichissante et qu'elle nous amène à évoluer. Mais si elle n'est pas reliée à quelque chose de plus intuitif, aussi l'énergie du cœur, quelque chose qui donne une direction à ce mental, à ces raisonnements, eh bien, en fait, on ne va pas dans un sens de plus d'humanité. On va dans un sens de se faire robotiser. Et je ne trouve pas que ce soit le sens de l'humanité à enfin, pour moi. Voilà. Humanité, robot, pour moi, c'est des opposés. Donc, il faut savoir aussi situer où se trouve la technologie dans nos vies. Est-ce qu'on est à leur service? Et ça, je pense qu'on a des efforts à faire là-dessus. Est-ce qu'on est au service des robots? Est-ce que les robots pourraient nous remplacer? Ou est-ce que tout ça sont juste des outils? Et je trouve qu'on a un positionnement aussi à faire par rapport à ça. Et on a tous un travail à faire là-dessus, je pense. Voilà. Et puis, encore une chose, bouger, en fait. Bouger, ça sert énormément à équilibrer nos émotions. Voilà. Par exemple, dans l'histoire, on avait à un moment donné, quand quelqu'un mourait, eh bien, on avait ce qu'on appelait les pleureuses. Et puis, on avait toute une mise en scène, en fait, de la tristesse que les gens exprimaient par des mouvements. Et en fait, l'émotion, elle amène au mouvement. D'accord? Et l'émotion, elle se traduit par des courants énergétiques dans le corps qui influencent nos humeurs, nos pensées, donc notre mental aussi. Et donc, pour libérer tout ça, eh bien, il faut en passer par le mouvement. Donc, le mouvement, ça peut être la marche, ça peut être la danse, ça peut être le mouvement spontané. Croire en l'intelligence du corps, le corps qui sait le mouvement dont vous avez besoin pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et moi, ce qui me convient beaucoup aussi, c'est le yoga, puisque le yoga, il va nous permettre d'expérimenter, de faire expérimenter à notre corps des positions, toutes les positions que nos articulations sont capables d'expérimenter. Par exemple, ma colonne vertébrale, je vais pouvoir faire des torsions, je vais l'amener vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et en fait, tout ça, c'est très thérapeutique, c'est très équilibrant pour le corps, pour éviter les problèmes de dos, et pour les émotions. Et donc, ça passe aussi par les énergies. En fait, quand on passe par le corps, dans le yoga, on passe par les énergies parce que ce sont des mouvements lents
qu'on va faire en conscience, synchronisé avec sa respiration. Et tout ça, ça crée, ça relie, ça fait se relier les 3 dimensions principales de l'être humain: corps, esprit, émotion. Corps, énergie, on peut dire. Alors on pourra en ajouter d'autres, hein, des dimensions, mais voilà, pour faire court, on va dire corps, énergie, émotion. Voilà, voilà. Et c'est surtout pour ça que le yoga est hautement thérapeutique et qu'il agit sur toutes les dimensions de l'être. D'accord? C'est pas que le corps, c'est pas que... c'est jamais qu'une chose, quoi. C'est vraiment quelque chose de global. Voilà, voilà. Et pour terminer cette vidéo, je vous invite vraiment plusieurs fois par jour à vous reconnecter à votre respiration, chercher à approfondir, à rallonger votre expiration. C'est vraiment par là qu'on va calmer les émotions. Et puis simplement se mettre à l'écoute des sensations à l'intérieur. Et ça, en fait, déjà, ça pose et ça relaxe. D'accord? Ça fait aller connecter en soi cette énergie de stabilité qui est là en nous. Cette zone, en fait, cette part de soi qui est quelque part inatteignable. Donc c'est juste se relier à ça. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des retours, positifs, négatifs. Il faut être ouvert à tout type de critique tant qu'elle est constructive. Voilà, voilà. Mais je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à vous. Au revoir.